chômage à la fin du journal. C'est une édition un petit peu particulière de Soir 3 que nous allons vous présenter ce soir, puisqu'elle est à la fois éditée de Cannes avec Ariel Dombal, qui est, vous l'avez remarqué depuis le début de la soirée, le fil conducteur de cette nuit du cinéma sur FR3, mais également éditée de Paris, puisque l'actualité n'en poursuit pas moins son cours. Tout à l'heure, avec Henri Chapier, nous allons recevoir Patrice Chéreau. Véronique Bonnet nous montrera comment les Américains qui sont à Cannes vivent leur vie pendant ces 15 jours sur la Côte d'Azur. Et puis nous nous retrouverons aux environs de minuit avec un certain nombre de confrères critiques de cinéma. Nous tenterons de faire des pronostics pour savoir quel est le cru de ce festival de Cannes 1985. Mais avant cela, nous retrouvons à Paris pour le reste de l'actualité Geneviève Guichenet. Bonsoir Cannes, bonsoir à vous. À Aix-en-Provence, les jurés de la cour d'assises délibèrent depuis la fin de l'après-midi pour décider de leur verdict dans le procès de la tuerie d'Oriol. Pierre Dangas est sur place. Oui, Geneviève, je peux vous dire que le délibéré vient de prendre fin. Il aura fallu donc presque 7 heures aux jurés pour délibérer dans cette affaire d'Oriol. Je ne pense pas que nous puissions avoir le verdict d'ici la fin de ce journal, car il y a, vous le savez, 230 questions auxquelles les jurés devaient répondre, 230 questions que le président va donc maintenant énumérer avant de prononcer les peines. Simplement une chose, on peut penser que si ce délibéré a été aussi long, c'est que les jurés ont buté sur la seule et l'unique question qui reste vraiment obscure à l'issue de ce procès, c'est-à-dire celle de savoir qui est le véritable commanditaire, qui a donné l'ordre d'aller à Oriol. Car sur le reste, on sait maintenant presque tout, on sait qui a tué, on sait pourquoi. Et là, dans les têtes résonnent encore les dernières déclarations de Finocchetti, l'instituteur, tout à fait à la fin de l'audience cet après-midi. Je croyais sincèrement, en allant à Oriol, a-t-il dit, défendre mon pays. Nous avions des documents à récupérer, une personne à enlever. Je me rends compte maintenant que j'ai été dupé et qu'aujourd'hui, mes chefs sont incapables d'assumer leurs responsabilités. Mes chefs, a dit Finocchetti, un pluriel lourd de sous-entendus, car si l'instituteur pour la première fois a clairement désigné le légionnaire Collard comme le chef du commando, il n'a à aucun moment prononcé le nom de Maria, Maria l'homme au crâne rasé, Maria le chef par intérim du SAC des Bouches-du-Rhône, Maria dont le sort est en train de se jouer ici dans la salle d'assises de la cour des Bouches-du-Rhône. Pierre, éventuellement, nous vous retrouverons au cours de ce journal si par hasard le verdict vous était communiqué. Bien sûr. Pour le troisième mois consécutif, le chômage est en baisse au mois d'avril. Il a diminué de 0,6% en données corrigées des variations saisonnières. 3 raisons principales, les TUC, moins de licenciements économiques, légère hausse des reprises d'emploi. Plus de détails, Marie-Claire Thiers. 2 400 000 demandeurs d'emploi fin avril contre 2 415 800 à la fin du mois de mars, soit une baisse de 0,6% après celle du mois de mars, moins 0,2% et du mois de février, moins 0,5%. Cette baisse concerne surtout les jeunes de moins de 25 ans. Pourtant, il semblerait que cette amélioration ne soit pas due exclusivement au dispositif des TUC, les travaux d'utilité collective. Car on relève d'une part une diminution des licenciements économiques, moins 6,2% par rapport à mars, d'autre part une légère hausse des reprises d'emploi, plus 6,3%. Y aurait-il une baisse du chômage réel par-delà les polémiques sur les statistiques qui ne comptabilisent ni les TUC ni les pré-retraites? Il est encore trop tôt pour se prononcer, même si l'UNEDIC annonce aujourd'hui que le nombre des chômeurs indemnisés a diminué de 2%. D'autant que les allocations de chômage de longue durée sont toujours en hausse, ce qui laisse entier le problème des chômeurs les plus démunis. L'accord de Bruxelles est sur le plan politique un mauvais coup pour l'Europe, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Laurent Fabius, qui en rend l'Allemagne responsable. L'attitude des Allemands, dit-il, est incohérente, il faudra mettre cela au net. Il est clair en effet que l'Europe ne sort pas indemne de cet accord incomplet conclu à l'arraché. Jean-Marie Belin. Il a 2 conséquences politiques. Il met l'Europe verte en péril. Pour la première fois de son histoire, il n'y a pas d'accord global. La seule politique commune perd de sa crédibilité. Sa réforme est repoussée pour cause d'incohérence. Pourquoi y aurait-il rigueur sur le lait et le vin et pas sur les céréales? Il isole l'Allemagne, grand bailleur de fonds de la communauté, et risque d'exacerber les égoïsmes nationaux. La contagion allemande peut toucher la Grèce, l'Italie et demain l'Espagne.
Pour les variations de prix, les agriculteurs français s'en sortent plutôt mieux que leurs partenaires, encore que les rares augmentations soient déjà annulées par le retard et par l'inflation. C'est vrai pour les fruits et légumes, pour la viande et aussi pour produits symboliques, le lait, plus 4%, auquel s'ajoute un point de taxe de co-responsabilité supprimée, soit 5%. L'Allemagne a gagné, mais la politique agricole a perdu. Les 11 et 12 juin prochains à Luxembourg, si les prix des céréales et du colza ne sont pas fixés, le contentieux remontera au sommet des 10 à Milan à la fin du mois. C'est grotesque, car il n'est pas fait pour s'enliser dans ces détails techniques au moment où on attend de lui autre chose que de l'intendance, une relance politique de la communauté, à travers notamment le retour au vote majoritaire. Personne plus que l'Allemagne ne le réclame, mais son incohérence est telle que c'est précisément en faisant le contraire, en menaçant d'user de son droit de veto, qu'elle a fait reculer la communauté. Le projet d'avion de combat européen, lui, décolle. Les 5 pays concernés, Grande-Bretagne, Allemagne fédérale, Espagne, Italie et France, ont sérieusement relancé le projet qu'on croyait presque enterré. Au cours d'une réunion hier et aujourd'hui à Rome, ils sont arrivés à plusieurs accords de principe. Ils ont en particulier choisi le poids de l'avion, élément déterminant pour l'objectif qu'on lui assigne. Pierre Babet. S'entendre sur le poids du futur avion, contrairement aux apparences, c'est déjà un grand pas en avant. Car du poids de l'appareil dépendent à la fois son moteur et ses équipements. Le poids retenu cette nuit à Rome est celui d'un chasseur assez léger, donc maniable et rapide, dont le réacteur se rapprocherait assez de celui proposé par la SNECMA. Voilà pour le décollage du projet qui a connu et connaîtra encore plusieurs points fixes, politiques, militaires et industriels. Politique tout d'abord parce que construire un avion européen, cela veut dire ne pas en acheter aux Américains. Militaire ensuite, faire un seul et même avion pour le combat aérien et la pénétration peut conduire à des performances médiocres pour l'une et l'autre de ces missions. Industriel enfin, le constructeur français, Marcel Dassault, fort de sa suprématie, revendique la maîtrise d'œuvre et refuse de passer derrière l'anglais British Aerospace. Malgré tous ces points fixes, le projet pourrait passer en post-combustion car le temps presse. D'abord, à moyen terme, les armées européennes doivent renforcer à tout prix leurs forces conventionnelles. Le général Rogers l'a rappelé aujourd'hui. Et puis l'Allemagne fédérale est désormais très pressée. Elle doit faire ratifier ses choix stratégiques par le Bundestag avant l'automne. Sinon, elle achètera américain. Nous retournons tout de suite à Aix-en-Provence, car dans le procès de la tuerie d'Oriol, le président a choisi finalement de donner le verdict tout de suite, Pierre Dangas. Oui, et ce verdict, je vous le donne, il est assez surprenant. 3 réclusions criminelles à perpétuité pour Poletti, l'un des postiers karatéka, l'homme au tisonnier, pour Collard, le légionnaire à l'oreille coupée, et pour Maria Kojak, le commanditaire présumé de cette affaire, le responsable par intérim du sac des Bouches-du-Rhône. Réclusion criminelle à perpétuité pour ces 3 hommes. Pour les 3 autres accusés, Finocchetti, l'instituteur, 20 ans de réclusion criminelle. Campana, l'autre postier, 20 ans. Massoni, le dernier postier, 15 ans. Un simple petit commentaire. On peut penser que la peine qui a été infligée à Finocchetti, c'est-à-dire 20 ans et non pas la réclusion criminelle à perpétuité comme l'avait réclamé l'avocat général, c'est la conséquence logique des aveux et des déclarations qu'il a faites à la fin de l'audience de cet après-midi et de son remords. Merci Pierre. Hier soir, à 20 h, une jeune fille de 17 ans s'est présentée avec ses parents à la gendarmerie de son village dans l'Essonne. Elle venait porter plainte pour viol dans un train de banlieue vers midi, autrement dit en plein jour. On croit comprendre alors que 7 voyageurs ont assisté sans bouger à ce viol. Ce soir, il apparaît que les choses ne sont pas aussi simples. Émilie Rafoul. Depuis ce matin, on ne trouvait plus de mots pour qualifier le comportement des 7 témoins du viol de Fabienne, témoins qui auraient assisté à la scène sans intervenir. L'affaire était apparemment moins claire que cela. 24 heures plus tard, Fabienne a fait le récit de l'histoire aux enquêteurs de la police judiciaire. À 11h45, elle prend le train qui doit l'amener à Paris. Peu après le départ, 3 jeunes gens viennent s'asseoir près d'elle. Nous avons parlé et ri ensemble, dit la jeune fille. À 1 kilomètre de Paris, le train entre dans un tunnel et c'est à ce moment-là que, profitant de l'obscurité, l'un des 3 garçons la viole, tandis que les 2 autres l'immobilisent. À la sortie du tunnel, moins de 2 minutes plus tard, tout est fini. Le train arrive en gare d'Austerlitz, les agresseurs s'enfuient. Pris de court, 2 ou 3 témoins s'inquiètent tout de même de l'état de Fabienne. Ça va, leur répond-elle. Le médecin qu'elle consulte ensuite constate la réalité du rapport sexuel sans trace de violence. Et ce n'est qu'en début de soirée que Fabienne porte plainte.
Bien sûr, tout s'est passé très vite, les témoins ont réagi à l'arrivée, on espère aujourd'hui qu'ils ne tarderont pas à se faire connaître. Depuis qu'il est arrivé au fait du pouvoir, chacun guette les premiers gestes du nouveau numéro 1 soviétique, Mikhail Gorbatchev, d'autant qu'il est soupçonné de réformisme. Sa volonté de changement, il vient de la manifester de manière spectaculaire, en s'attaquant à un des problèmes les plus graves de l'Union soviétique, l'alcoolisme. 40 millions de soviétiques boivent, 1 sur 7. Toute la presse publie aujourd'hui une série de mesures sévères. Mais Mona Interman. Du pain et des roses pour l'homme, demandait Marx. Les soviétiques, eux, préfèrent l'alcool, surtout depuis un certain mois d'octobre. 30 litres de vodka par an et par personne selon une étude de Moscou. 90% des jeunes boivent avant l'âge de 15 ans, 33% commencent avant l'âge de 10 ans. Un enfant sur 6 naît débile. Les responsables soviétiques sont inquiets. Le fléau est ancien, mais avec le temps, il devient un péril capable de mettre en danger la révolution. Quelle est la cause du danger? Réponse, dans la Gazette littéraire le mois dernier, nous n'avons plus rien à nous dire. M. Gorbatchev refuse de revenir à la prohibition tsariste que Lénine lui-même avait maintenue, mais il lance une série d'interdictions. Pas de vente d'alcool avant 14 heures, interdiction de consommer dans les rues, les parcs, les stades. Fortes amendes pour les automobilistes en état d'ébriété, fortes amendes pour les productions clandestines, camp rééducatif pour les parents qui inciteraient leurs enfants à boire, réduction des productions d'État. Les soviétiques sont invités à soigner leur spleen en faisant du sport. D'ailleurs, la productivité dans les usines gagnerait au moins 10%. 60 ans après la révolution d'octobre, le nouvel homme soviétique n'était-il pas libéré des aliénations du 19e siècle? Le bilan n'était-il pas globalement positif? À moins qu'il faille faire une nouvelle révolution. Football, quart de finale de la Coupe de France. Le résumé en images de 2 rencontres, Paris Saint-Germain-Nantes et Racing Monaco, le tout commenté par Michel Drey. Pas de surprise au Parc des Princes. Déjà vainqueurs à l'aller 3-0, les Monégasques en rouge ont confirmé ce soir face à une équipe du Racing préoccupée par la fin du championnat et son maintien en première division. C'est en deuxième période que Monaco ouvre la marque. 50e minute, vous l'avez vu, tir de Leroux détourné 1-0. 5 minutes plus tard, nouvelle attaque monégasque. Tibeuf, que l'on a un peu oublié dans la surface de réparation, trompe Rousseau. 2000 spectateurs seulement ont assisté à ce match, déjà pratiquement joué à l'aller. Monaco domine et Monaco marque une 3e fois, toujours par Tibeuf, dans un angle pourtant fermé, juste avant la fin de cette rencontre. 3-0 à l'aller, 3-0 au retour. Pour Monaco, le compte est bon. Les Monégasques sont en demi-finale, tout comme le Paris Saint-Germain, qui a réalisé l'exploit de cette soirée en s'imposant à Nantes au stade de la Beaujoire. Et pourtant, les Nantais ont eu des occasions comme ici ce tir de Touré. Jean-Michel Moutier capte bien ce ballon. Encore un joli réflexe du gardien du PSG après cette tête de Ramos. Manque d'expérience ou surprise d'être aussi bien placé, le jeune Parisien Charbonnier a bien failli ouvrir la main. Il se rattrapera en deuxième période. Après ce corner tiré par Lantier, il est au deuxième poteau. Bertrand Demanne est surpris et battu. Nantes au tapis. Paris Saint-Germain doit aller encore plus loin pour sauver sa saison. Dernier résultat, Sochaux-Toulouse, 3-3, Toulouse est qualifié. Lille-Saint-Etienne, le 4e quart de finale, aura lieu le 21 mai, car Saint-Etienne disputait ce soir son match de barrage contre Rennes, et surprise, Rennes a gagné au stade Geoffroy-Guichard 2-0. C'est donc certain maintenant, Saint-Etienne ne montera pas en première division, Rennes peut-être. Poursuivant sur sa lancée, Yannick Noah s'est qualifié cet après-midi pour les demi-finales des internationaux d'Italie. Il a été aussi expéditif contre José-Louis Clerc que contre Jarid hier, avec exactement le même score, 6-1, 7-5. Petit problème tout de même, au milieu du deuxième set, Noah s'est blessé, une légère contracture à la cuisse droite. Mais il a dit qu'il commencerait au moins demain à jouer la demi-finale contre Boris Becker. Un point de toute façon est acquis. Noah a gagné sa place de tête de série pour Roland-Garros. Au Festival de Cannes, un film fait semble-t-il l'unanimité. Malheureusement, il n'est pas en compétition. C'est La Rose pourpre du Caire de Woody Allen. Henri Chapier, d'où vient le charme de ce film? Ou pour une fois d'ailleurs, Woody Allen ne joue pas. Eh bien, le charme de ce film, comme tous les films de Woody Allen, vient de l'amour, de la passion extraordinaire qu'il a pour le cinéma.
Et ici, notamment, il y a quelque chose que je ne voudrais pas dévoiler, mais je vais le dire quand même. Il y a le passage des acteurs du film dans la réalité et le passage des spectateurs dans le film. C'est comme un jeu de miroir. C'est assez extraordinaire. Vous allez peut-être un peu vous en apercevoir à travers les images que nous allons vous envoyer, qui ne dévoilent pas tout, mais qui vous mettront en appétit. Yeah, well, you know. Honeymoon in Haiti? Done about 6. You were scream. Thank you. Thank you very much. Try to do one a year, you know, just to keep... Well, where's Tom? Why? Well, he's my character. I created him. Didn't the man who wrote the movie do that? Yeah, technically. But I made him live. I fleshed him out. You did a wonderful job. He's adorable. Thank you very much. What's your name? Cecilia. Cecilia. Where is he? Why? Has he done anything wrong? Wrong like what? Has he stolen anything or attacked any females? You? No, gosh, no. He's as sweet as can be. Well, I played him sweet. I was well reviewed. Well, he comes across. Good. Look, I got to speak to him. You're not upset with him? Well, a little, yes, but I know if I spoke to him, we could straighten everything out. Oh, I don't know. Please, I have a right. Well, it has to be secret. He doesn't want to have to go back into the movie. Film en compétition tiennent l'affiche comme ça pendant 2 jours, mais Patrice Chéreau, Adieu Bonaparte, ça n'est pas un adieu, on en parle encore. Et alors, vous avez vu comment ce matin, les 18 portraits des différents Bonapartes interprétés par des acteurs depuis, mettons, 40 ans. Mais le vôtre, c'est pas tout à fait ça, je crois, votre Bonaparte à vous. Écoutez, je ne sais pas quel est mon Bonaparte. Je ne sais pas exactement, je sais simplement ce que mon metteur en scène voulait, si je puis dire, et que comme je fais l'acteur rarement, j'ai eu qu'une seule envie, c'était de plaire au metteur en scène. Le metteur en scène est un très grand metteur en scène qui a fait un film lyrique, une épopée. Il faut dire de toute façon que le film n'est pas sur Bonaparte. C'est-à-dire que ceux qui voudront voir le film en espérant de me voir moi pendant 1h30 ne seront déçus. Je veux dire par là que le film n'est pas sur Bonaparte, c'est sur la campagne d'Égypte, c'est sur un personnage qui est Caffarelli, qui est joué par Michel Piccoli, et c'est sur la rencontre, une rencontre formidable comme ça, violente, amoureuse, folle, entre l'Égypte, c'est-à-dire les Égyptiens occupés par les Français, et un général qui est Caffarelli. Oui, on en a parlé l'autre soir de cela, mais votre Bonaparte à vous, c'est une période de sa vie qui n'est pas connue quand même. C'est une période, c'est une période de sa vie qui n'est pas connue parce qu'en plus, par exemple, on ne sait pas que la campagne d'Égypte a été une débâcle, par exemple. Il n'y a pas eu très peu de victoires. Alors, qui est Bonaparte? Je ne sais pas. Je pense que, personnellement, je ne sais pas. J'ai essayé de suivre ce que disait Chahine. Je pense qu'il voulait, il m'a toujours dit, il l'a dit toujours, ça fait très prétentieux de le redire, il voulait quelqu'un qui ait l'air... Bon, il voulait quelqu'un, il m'a dit, qui ait l'air intelligent. C'est peut-être pour ça que Serge Lama n'a pas eu le rôle. Mais il voulait surtout quelqu'un qui était perdu et, comment dire... je ne sais pas comment dire, parce que ce n'est pas le rôle, ce n'est pas encore une fois le rôle principal. Je pense que c'est quelqu'un qui se prend très au sérieux. Mais c'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole du pouvoir et se prend très au sérieux comme les gens qui sont au pouvoir. C'est quelqu'un qui doit être très imbu de lui-même, c'est quelqu'un qui doit manquer totalement d'humour. Et ça, c'est très drôle à jouer, quelqu'un qui manque d'humour. Et c'est trop drôle à regarder parce que c'est vrai que le personnage par moments est ridicule, mais ce n'est pas un idiot du tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de respect pour la personne de Bonaparte, mais c'est important d'avoir de l'irrespect aussi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le film est drôle parce que c'est toujours drôle de voir quelqu'un qui n'a pas d'humour et qui est très imbu de sa personne, comme beaucoup de chefs d'État, finalement. Merci, Patrice Chéreau. On attendra donc lundi soir pour connaître le verdict. D'accord. Les Américains, sauf le timide Woody Allen, sont venus en force cette année au Festival de Cannes, mais on les voit peu. Fidèles à leur légende, ils restent entre eux dans des lieux de rêve et ne sortent que le soir. Véronique Bonnet et Philippe Guinet ont réussi à se glisser dans un de ces lieux de rêve. Encore une exclusivité Soir 3. Les exécutifs des majors sont de retour et c'est tant mieux pour le cinéma français qui a besoin de cash. Et avec eux, dans la grande tradition, les stars qui se cachent à l'hôtel du Cap, loin du rush cannois. Bouquets d'une année sur l'autre, malgré les prix faramineux, les chambres, single ou double,
Les suites, Bachelors ou Royal, s'arrachent. D'ailleurs, les vedettes américaines refusent de venir au festival si elles ne sont pas logées dans ce qu'elles décrivent comme une Fantasy Island, pour elles, le paradis. Un paradis qui, sous l'œil bienveillant de son directeur, subit tous leurs caprices. Ainsi, Harrison Ford a boudé 3 jours, parce que sa suite était de la même taille que celle de son producteur. Ou encore, l'actrice-chanteuse Cher a piqué une crise de nerfs le jour de son arrivée parce que son trampolino personnel s'était perdu parmi ses 25 valises, and so on, and so on. Dans ce Hollywood sur Méditerranée, déjà célébré par l'écrivain américain Scott Fitzgerald dans Tender Mercies, Tendre et la nuit, on entend peu parler le français. Et l'on ne sort que le soir venu en limousine, accompagné d'un garde du corps, le temps d'une projection au bunker. Alors, si ça vous dit et si vous gagnez aux courses, faites-vous bien introduire chez le directeur pour avoir de la place. Mais surtout, prenez du liquide, car la maison n'accepte ni chèque ni carte de crédit. Et en plus, on y perd son français. Tiercé demain à Saint-Cloud dans le prix Alcantara 2. Les pronostics de M. Courtine sur les 22 partants, il a choisi les numéros 3, 4, c'est son joker, 7, 8, 14, 20 et 11. Le temps demain, pas vraiment fameux. De la pluie et des nuages sur le sud-ouest, pluie et orage le matin également sur le sud-est. Et pour une fois, le mauvais temps voyagera du sud au nord. Et on retrouvera cette perturbation le soir sur les Vosges. Sur les autres régions, nuages et brumes le matin, des orages possibles le soir. Côté température, la fourchette va de 19 à 22 degrés. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h50. Pour ce soir, ne quittez pas l'antenne. FR3 vous offre une longue nuit de cinéma et de musique. Elle commence par le portrait d'un producteur. Bonne soirée, à demain. Trois réclusions criminelles à perpétuité dans le verdict du procès de la tuerie d'Oriol, Collard, Maria et Poletti. Le chômage en baisse de 0,6% en avril, amélioration légère mais continue, c'est le 3e mois consécutif. Le nouveau numéro 1 soviétique s'attaque à un fléau du pays, l'alcoolisme, des mesures sévères publiées aujourd'hui. Football, quart de finale de la Coupe de France, Paris Saint-Germain, Monaco, Toulouse qualifiés, Saint-Étienne reste en 2e division.